Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la rentrée, consacré à 7 questions. Le format est un peu inhabituel car j'ai proposé à Jérôme Boumangel, qui est stratégiste et prévisionniste, de partager avec moi son point de vue. Et donc, le rythme du webinaire va être une première. On va se poser chacun cette question et on y répondra à tour de rôle. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions durant le webinaire. On va se poser à tour de rôle cette question, on y répondra tous les deux, l'un et l'autre. Cette question d'ordre conjoncturel sur l'état de l'économie et des marchés financiers, mais également d'ordre plus général pour vous donner des conseils pour que vous réussissiez vos investissements ou que vos clients, si vous êtes conseiller financier, réussissent leurs investissements. Allez, on démarre tout de suite avec la première question. Hausse des actions, économie en berne, ça paraît contradictoire. Quels sont les éléments qu'il faut intégrer pour retrouver une logique dans ce diptyque un petit peu curieux? Comment résout-on l'équation? La chose la plus simple et qui me semble la plus pertinente, c'est d'utiliser, c'est de comparer les momentum. Momentum, donc, par exemple, momentum donc, de la capitalisation boursière ou même de l'indice, hein, c'est pareil, c'est-à-dire le taux de croissance en glissement annuel de l'indice SP500. On voit bien qu'il y a une sensibilité très forte des cours de bourse par rapport à l'économie réelle. Donc l'intérêt, c'est de faire le spread de ces deux courbes. C'est la courbe du bas, en bleu. En orange, vous avez la moyenne historique de ce spread. Et la moyenne historique de ce spread, actuellement, elle est de 3%. Donc en moyenne, la bourse s'écarte de 3% par rapport au PIB. Mais ça, c'est une moyenne, bien entendu, avec des écarts types importants. Un écart type donc à la hausse, qu'on va appeler survalorisation, donc de près de 30%, et à moins 25% à la baisse. Et quand cet écart donc quand l'écart atteint un niveau, eh bien, ma foi, une sorte de seuil critique, eh bien, on dira, attention, là, il y a un excès, la bourse a commis un excès, elle est survalorisée. Et inversement, elle sera sous-valorisée quand elle, comme on peut le voir ici en 2023, fin 2022, excusez-moi, pardon, parce qu'on est en 2023, elle devient sous-valorisée par rapport à l'économie. Actuellement, eh bien, c'est à peu près 11%. Donc on est légèrement au-dessus de la moyenne historique, mais on n'est pas dans une phase d'excès, dans un excès de survalorisation. Et effectivement, je voulais matérialiser cet écart entre l'économie et les marchés en prenant en jaune la variation de l'ISM, qui est un indice de confiance américain, et le rythme de changement sur 11 mois. 11 mois fonctionnait plutôt bien. Les deux sont sur l'échelle de droite, du S&P 500. Et on voit qu'il y a quand même une corrélation extrêmement marquée entre les deux graphiques. Et on constate également que la dégradation de l'économie américaine, donc qui date du début 2022, ici, donc sur de la courbe en jaune, a été intégrée par les marchés dans un premier temps jusqu'à la fin 2022, et que le rebond qu'on connaît des indices n'est pas du tout expliqué par le rebond de l'économie. Il y a plusieurs raisons. La première raison, vous le savez, on en a déjà parlé, à peu près toute la presse en parle, c'est la composition du S&P concentré sur les big tech. Si on exclut ces grandes valeurs et qu'on prend le S&P 494, le graphique est plus du tout le même. Donc il y a cette dichotomie entre les valeurs étiquetées intelligence artificielle, à tort ou à raison, et le reste du marché qui ne fait pas du tout la même histoire. Ensuite, la deuxième raison qui me paraît importante, qui est un peu liée à celle-là, c'est l'optimisme des investisseurs. On en parlera encore un petit peu plus tard.
Oui, mais tout à fait. on a fini l'année 2022 avec un niveau d'optimisme particulièrement bas ou, enfin, vous le dites comme vous voulez, ou un niveau de pessimisme particulièrement élevé. La dernière raison, et j'ai un petit œil à droite sur le chrono pour pas trop déborder non plus, euh, c'est que quand même, malgré tout, l'économie, selon la plupart des indicateurs et celui qui est suivi par la planète entière, qui est la quantification de la courbe des taux et qui aurait laissé supposer une récession en 2022, a été un peu perturbé. Je ne veux pas dire que ça ne sert plus à rien, ni que c'est faussé. Il a été perturbé par un comportement inhabituel du gouvernement américain. Le gouvernement américain, en général, fait des politiques qui sont contracycliques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un affaiblissement de l'économie, on commence à avoir une baisse des taux, et puis une fois que les taux commencent à être baissés, bah, ils réinjectent. Là, ils ont réinjecté très très tôt. On a donc l'injection Covid, on a une normalisation, et puis il y a un certain nombre de décisions pour verdir l'économie, pour permettre aux étudiants de plus payer leurs dettes, qui d'ailleurs s'arrêtent là en octobre. Et donc, cette réinjection de liquidités a permis à une économie de ne pas sombrer dans un fort ralentissement et dans la récession. Donc finalement, si on fait un tout petit peu de prospective, je crois que le plus dur reste à venir, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ouais. Je bascule sur la deuxième question. Et donc, emprunt d'État, qui est la classe d'actifs qui a été catastrophique en 2022, qui reste tout à fait tendu en 2023. Finalement, est-ce qu'il y a du risque à aller sur cette classe d'actifs qui était quand même, on disait, l'actif sans risque? Par contre, bon, si on ne veut pas les garder pendant, par exemple, 10 ans pour les T-notes américaines, bon, ben, il y a un risque de volatilité. Hein. On peut être obligé de les revendre à un prix différent, hein, qui va dépendre des fluctuations du taux d'intérêt, hein, puisque le prix de l'obligation est inversement proportionnel, hein, enfin pas proportionnel, est inverse aux, aux fluctuations donc du taux d'intérêt. Alors, il y a un critère du risque que j'aime bien, c'est la volatilité. Alors la volatilité historique ou la volatilité implicite. La volatilité implicite, donc, par exemple sur les emprunts d'État à 10 ans, on l'a par, entre autres, hein, par l'indice, c'est un indice, hein, le mauve. Et ce qu'on peut faire, c'est comme indicateur basé sur le risque, c'est la rentabilité, c'est diviser la rentabilité des T-notes par leur volatilité. Et on a une sorte de ratio de risque. On l'a sur le graphique ici, à droite, pardon, excusez-moi. Quand le risque monte, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, quand le ratio monte, ça veut dire que l'espérance de rendement sur les T-notes sous-performe le risque. Et ça veut dire donc que le risque est de moins en moins bien rémunéré. Donc il n'est pas rationnel d'aller sur la classe d'actifs considérée. Par contre, quand, alors on peut le voir ici par exemple en 2005, hein, un peu avant la crise des subprimes, et quand le ratio de risque, ce ratio de risque baisse, ça veut dire donc que l'espérance de rendement surperforme le risque, la prise de risque. Hein. Donc là, au contraire, la prise de risque est de mieux en mieux rémunérée quand ce ratio baisse, et donc il est rationnel d'aller sur les ici donc sur les emprunts d'État. Hein, donc les taux d'intérêt vont baisser, les taux d'intérêt baissent. Actuellement, c'est ce qui nous intéresse pour répondre à la question. Nous avons quand même un ratio encore élevé. Hein. Vous voyez, il a commencé à baisser, à monter, excusez-moi, fin d'année dernière. Hein.
Et puis, il reste quand même à un niveau assez élevé. Mais on commence à voir, donc, à peut-être anticiper une certaine baisse de ce ratio. Et pour moi, il me semble que le ratio devrait continuer à baisser. Ah, bien sûr, hein, je vais me baser sur le principe boursier, hein, donc de retour à la moyenne. Et donc, on devrait pouvoir avoir un prix sur les T-notes qui se mettent à remonter, on va dire, dans les 10-12 mois qui viennent. Voilà. C'est de voir la performance en vert du S&P 500 par rapport aux emprunts d'État américains à long terme, qui est en fait un ETF dont le code est le TLT, qui sont les treasuries à plus de 20 ans. Alors, et en bleu, vous avez le S&P 500. Après, je vous expliquerai en vert ce que c'est tout en bas. Ce qu'on s'aperçoit, et c'est assez logique, c'est un graphique qui commence en 2003, c'est qu'on a une tendance haussière. Effectivement, du ratio, c'est assez logique de dire que les actions, un peu structurellement, surperforment les obligations. Maintenant, cette tendance-là, elle a été largement dépassée et on voit depuis quelques semaines qui ont suivi le Covid une sous-performance massive ici des obligations par rapport aux actions. Alors, on connaît les raisons, hein, essentiellement autour de l'inflation. Néanmoins, on est largement sorti, un, de notre canal, et deux, je me sers de ce rapport pour essayer d'estimer le moment où on aura un retournement et où les obligations surperformeront les actions. Cet indicateur, il est en bas, et l'indicateur, lorsqu'il dépasse ce niveau de 70 et qu'il revient en terrain, moi j'attends qu'il revienne sous les 70, qu'il dépasse puis qu'il revienne en dessous, constitue un facteur d'alerte pour les actions et un facteur favorable pour les obligations. Le positionnement sur les emprunts d'État, qui est aujourd'hui tout à fait extrême, personne ne veut de ce placement-là. C'est un bon call contrariant Oui, c'est très attractif aujourd'hui, il me semble, surtout quand dans le même temps, je crois qu'on en parle après, moi j'ai cette conviction que l'inflation, dont aujourd'hui tout le monde parle, alors je ne sais pas pourquoi on en parle autant, parce que quand même on la voit énormément se réduire, le PPI est vraiment extrêmement dégradé, le CPI reste un peu accroché sur des niveaux de 4%, mais on sait pourquoi, c'est l'immobilier américain, mais qui, selon certains indicateurs avancés, est en train de se dégonfler. Donc, je pense que l'inflation ne sera plus un sujet du tout en 2024. Quid de la Chine Es-tu boule ou bear sur la Chine? bon, c'est sûr que tout le monde sait que l'économie chinoise actuellement, hein, est confrontée donc à une vague de fermeture d'entreprises, de retrait de sociétés étrangères, les investissements se contractent. On a eu il n'y a pas longtemps les exportations comme les importations sont à la baisse. La consommation des ménages, elle est insuffisante pour compenser tout le reste. Donc on peut dire que les trois principaux moteurs de l'économie sont les investissements, que ce soit dans l'immobilier, hein, on sait qu'il y a une crise immobilière aussi en Chine, donc les investissements, les exportations et la consommation sont tout en berne. Alors, trois petits graphiques pour répondre à cette question. La croissance, ici c'est le rythme de croissance des prévisions de bénéfices. Les prévisions de bénéfices, alors moi je les calcule sur l'indice Shanghai 50, donc c'est les 50 plus grosses capitalisations de la bourse de Shanghai. On a quand même une croissance des prévisions de bénéfices, vous voyez, qui s'est quand même redressée. Croissance des prévisions de bénéfices, hein, réalisée par le consensus des analystes qui suivent les 50 valeurs du Shanghai 50. On a un PER prospectif pour les 12 prochains mois qui est quand même relativement faible, hein, quand même. Hein. On est aux alentours de un peu plus de 9 fois les prévisions de bénéfices calculées sur les 12 prochains mois, alors que la moyenne historique, c'est plutôt aux alentours de 11,5. Hein. Alors,
Donc ce sont deux éléments qui, moi, me laissent penser que on est peut-être proche d'un point bas sur le marché des actions chinoises, hein. Enfin, on a des taux d'intérêt réels qui sont un peu élevés. Bon, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que le sentiment de marché, pour l'instant, il est pas encore positif. Donc toutes les planètes ne sont pas encore bien alignées pour revenir sur le marché. Alors moi, je pense que je vais être assez rapide sur la Chine parce que je suis pas loin d'avoir le même avis que toi. Hmm. La première chose, c'est de matérialiser le décrochage de l'indice chinois. Alors toujours par rapport, pardon, je ne l'ai pas écrit, mais ici on a le S&P 500. Moi, je regarde le CSI 300, mais je pense que par rapport à ton indice, c'est un peu un comportement un peu Oui, oui. similaire. Tout à fait. Voilà, le décrochage qui date de début 2021. Et en fait, ce décrochage, je pense qu'il est d'abord politique, à partir du moment où le gouvernement chinois a commencé à s'attaquer aux grandes tech chinoises. On voit qu'il y a eu des visites en Chine de premier plan depuis la fin du printemps dernier, qu'on cherche quelque part. Je ne sais pas si on peut dire que les relations s'améliorent, mais comme Biden et Xi Jinping l'ont dit, je ne sais plus si c'était le G7 d'octobre dernier, mais ils ont dit qu'ils veulent mettre un plancher sous la dégradation des relations. L'autre point important, c'est que finalement, la pression qui a été mise sur les entreprises de la tech chinoise est aujourd'hui largement en train de se réduire puisque l'ensemble des points ou la majorité des points ont été réglés. Bon, ça reste un marché qui est délicat. C'est très compliqué de trouver les timings parce que je dis, ça dépend éminemment de la politique. Finalement, peut-être que plus la situation ira mal en Chine, plus il faudra s'y intéresser parce qu'on sait que la Chine a les moyens de faire de la relance. Pourquoi le consensus se trompe-t-il? Jérôme, je rebascule chez toi. Hop, voilà. Alors, pour répondre à cette question, je parle ici donc du niveau d'optimisme des investisseurs, hein. C'est l'association américaine des investisseurs individuels qui, chaque semaine, une fois par semaine, c'est le jeudi, réalise un sondage auprès de ses membres en leur demandant si, bon, ma foi, vous êtes haussier, baissier. Donc la lecture qui est la plus populaire de ce bear bar ratio va s'appuyer sur le principe contrarien, hein, on en parlait tout à l'heure, qui stipule donc un consensus trop fortement établi, eh bien, est souvent pris à contre-pied, hein. Donc un pourcentage élevé de haussiers ou de baissiers va traduire une situation de surachat ou de survente. Donc, alors, ce sentiment d'optimisme ou de pessimisme va être identifié donc à l'opinion majoritaire qui va se dégager des résultats du sondage, hein. La question, c'est pourquoi le consensus se trompe-t-il? Donc, c'est qu'un pourcentage élevé de haussiers, hein, ou de baissiers va traduire une situation donc de surachat et de survente. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple donc imaginons 100% d'investisseurs pensent que le marché va monter. Si 100% des investisseurs pensent interroger, hein, et en supposant que notre échantillon soit représentatif, hein, avec toutes les règles adéquates, si 100% des investisseurs pensent que le marché va monter, donc si un investisseur pense que le marché va monter, c'est qu'il a déjà pris position à l'achat, hein. Si tous les investisseurs donc sont acheteurs, qui il reste pour acheter? Les investisseurs de la première heure, hein, vont commencer à prendre leurs bénéfices. Ça va faire baisser le marché. Du coup, les investisseurs de la dernière heure vont commencer à paniquer et ils vont peut-être eux aussi se mettre à vendre, etc. Ça va enchaîner donc une boucle de rétroaction.
On peut penser peut-être qu'il y a une tendance, hein, vous voyez, parce on est rebondi, maintenant on est à 43, peut-être même qu'il y a donc une tendance qui se dessine sur le consensus des haussiers. Ils peut-être vont augmenter, hein, il va augmenter et donc ça va peut-être permettre, au marché, d'être soutenu à la hausse. J'ai pris un peu la question par le même bout que toi, c'est-à-dire que j'ai été regarder les sondages de Boulbert sujet. Alors là encore, un élément plus opérationnel. Et là, je reviens sur les emprunts d'État. Depuis 2000, le consensus n'a jamais été aussi négatif. Alors là, c'est pas des sondages, parce qu'effectivement, comme le disait Jérôme, il peut y avoir un écart entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Mais là, c'est les positions sur le marché des futurs, sur les Treasury Notes, le 10 ans, où on voit que le marché est short comme il ne l'a jamais été. Alors, quand je présente un graphique, j'aime bien l'utiliser par le passé et voir si ça a fonctionné. Et le précédent record, qui datait de la fin 2018, qu'est-ce qu'on s'aperçoit si on regarde en dessous le graphique de fin 2018? Ben, on était au top des taux à 10 ans. Donc, je vous ai présenté les taux, pas les prix, donc ce serait l'inverse. Et qu'on a derrière réalisé une magnifique année 2019 sur les taux d'intérêt. Quels sont les 3 conseils qu'on pourrait donner aux investisseurs d'une manière générale? Donc je dirais évitons de nous endetter. Préférons plutôt un horizon d'investissement à moyen long terme, ce qui veut dire en fait que le trading court terme est un peu trop hasardeux. Et puis ma foi, bon, restons sereins face au bruit et à la fureur des marchés, c'est-à-dire donc restons sereins dans des situations difficiles, pensons à être contrariens, hein. Le premier conseil qui est un conseil de bon sens, c'est diversifier. Je crois que c'est un mot sur lequel on peut être tous d'accord, mais faites attention à différentes choses. La première, ne diversifiez pas trop, parce que si vous, d'abord, le dernier achat diversifie plus tellement les précédents. Les études montrent qu'à partir de Ouais. études théoriques, j'insiste, à partir de 20-25 lignes, ça sert plus grand-chose de rajouter une ligne. Et puis, si vous diversifiez trop, vous allez avoir du mal à suivre correctement toutes les lignes. Donc, il vaut mieux moins de lignes qu'on comprend bien plutôt que de rajouter une énième. Faites attention aussi à quelque chose, parce que diversifier, c'est pas empiler les positions. Diversifier, c'est se soucier de la façon dont vont se comporter les positions les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes sûr que vous diversifiez si vous achetez, je dis n'importe quoi de manière un peu grotesque, du Total et de l'Exxon? Je trouve qu'une bonne façon de diversifier, c'est d'avoir un esprit et momentum et contrariant. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes d'un côté sur quelque chose que le marché ne veut pas et de l'autre côté, quelque chose que le marché a déjà voulu. Et donc, vous assurez un comportement un peu différent. Mais là encore, hein, n'oubliez pas, la diversification n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen de réduire sa volatilité. D'ailleurs, on peut se poser la question, tous ceux qui recommandent de faire que du MSCI World en disant que c'est le summum de la diversification, si tout le monde fait la même chose, est-ce qu'on réduit la volatilité quand il y a des mouvements de marché? Il y a une expression qui m'amuse beaucoup, que j'ai trouvée, que j'ai prolongée, c'est l'expression de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais faites attention, si vous achetez le panier auprès du même fournisseur, ils peuvent tous avoir le même défaut. Donc, faites attention à ça. Donc, je suis long sur la diversification. Alors, je suis plus rapide sur le reste. C'est ayez une méthodologie quand vous investissez et mettez-la à l'épreuve. Testez-la dans le passé, vérifiez qu'elle fonctionne pour la mettre en œuvre et ne prenez pas des positions sous le coup de vos émotions. Ou si vous savez que c'est vos émotions qui vous dirigent, eh ben, explicitez-les, objectivez-les et regardez si elles ont fonctionné dans le passé. Et dernier conseil, méfiez-vous des idées intellectuellement satisfaisantes qui se vendent bien et qui sont juste fausses. Ce que je vous ai dit sur le niveau de taux, plus un État est endetté, plus son taux est bas
et je pense que tout le monde pense le contraire. Les 3 erreurs à éviter. Alors, la première, c'est de ne pas vouloir prendre en compte la saisonnalité des marchés. Voilà, bon, les autres, c'est vouloir acheter la nouvelle plutôt que vendre la rumeur. Pareil, quelque chose qui découle, c'est vouloir vendre immédiatement lors d'une surprise négative. Hein, ça, bon. Lorsqu'il y a une surprise négative, il ne faut pas paniquer. Bon, la plupart des investisseurs vont sortir, effectivement. Donc, ça va faire chuter le cours énormément, peut-être. Hein. Mais ensuite, pendant quelques temps, il va y avoir un petit retracement de ce mouvement. Et donc, c'est là qu'on pourra peut-être mieux sortir. La première chose, c'est de ne pas confondre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une position en vous disant c'est bon père de famille, je reste à long terme, si en cours de chemin vous avez un accident, ne vendez pas. Peut-être même au contraire, renforcez. Mais ayez un regard critique en vous disant est-ce que ça remet en cause les critères qui vont pousser à acheter, qui étaient des critères de long terme, et est-ce que c'est pas mes émotions qui vont me pousser à vendre parce que oulala, j'ai peur. Donc, faites attention à ça. Le deuxième point, mais ça découle de ce que je disais tout à l'heure, faites attention de ne pas mal diversifier, essayez de bien diversifier votre portefeuille et méfiez-vous de la diversification naïve dont je viens de parler. Et puis aussi, bon, si vous êtes là aujourd'hui à nous écouter, sans doute vous écoutez également d'autres analystes, d'autres intervenants, que ce soit en webinaire, à la télé ou que sais-je. Ne vous attachez pas à écouter et à mettre en œuvre le dernier qui a parlé. Donc là encore, toujours, gardez un esprit critique, essayez de faire vos propres recherches. Il n'y a pas mieux que de faire vos propres recherches et de payer les médias qui vont vous nourrir, qui vont vous enrichir, parce que les médias gratuits, vous savez bien, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Est-ce que, Jérôme, tu veux dire quelque chose? Je passe sur ton slide. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver. Aussi long terme, compte tenu de toutes les, comment dire, les incertitudes, quand même, depuis quelques années, qui peuvent encore augmenter. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver des idées. Je ne pense pas qu'il faille aller sur les actions à long terme. On les trouvera, notamment dans le marché américain, parce que je pense que 2024, excusez-moi, pourrait être une année un peu difficile. Alors, j'ai trouvé l'or. Bon, l'or, moi, je pense que à long terme, oui, je pense qu'il n'y a pas trop de... J'ai une vision, à long terme, on peut aller en direction des 3000 $ l'once. Alors, pour répondre à ça, je voudrais juste rappeler que chaque décennie a connu sa bulle. Vous voyez de quoi il s'agit, et que finalement, être positionné sur une bulle, arriver à conserver l'investissement, ça change tout à fait la physionomie de votre portefeuille, même si je vous promets qu'on ne s'est pas consulté avant de faire les slides, mais j'avais sélectionné également l'or dans une optique de très long terme. On voit que la hausse de l'or se fait par phase, et par phase assez violente, qu'il y a une phase un peu d'endormissement, puis que ça repart. On voit dans les années 2000, à la fin de la bulle techno, on a des cours qui ont été multipliés par plus de 5. Et que peut-être qu'en ce moment, depuis 2010, on est dans cette phase d'endormissement. Et le graphique que montrait Jérôme, qui s'est focalisé, il me semble que c'était sur cette période-là, pourrait voir sortir par le haut. Avec, pourquoi pas, c'est pas déraisonnable de dire que ça puisse tripler par rapport au cours actuel, avec un objectif, vous voyez, que j'ai mis en 2029. Alors franchement, 2029, c'est 6 ans. C'est pas si loin pour effectivement un investisseur particulier qui est dans son contrat d'assurance vie. Un autre investissement qui me paraît très attractif à long terme, c'est une autre matière première. Vous voyez, j'ai pas cité d'action non plus, j'ai pas cité de marché. C'est le cuivre, parce qu'on a une demande de cuivre qui va tout simplement
explosé. Le cuivre aujourd'hui est pénalisé par la croissance chinoise qui est totalement en berne, par un dollar fort qui pèse également sur l'or également, mais on a une demande finale qui est extrêmement puissante du fait du verdissement de toutes les économies et fondamentalement sur le cuivre, des stocks qui sont extrêmement faibles et du très 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 faible investissement qu'ont réalisé les minières pour chercher de nouveaux gisements. Donc là encore, je mets un objectif à un doublement des cours à horizon 3 à 5 ans. Et puis le petit dernier, alors quand même, je voulais l'indiquer, c'est l'intelligence artificielle, mais j'en dirai pas plus puisque le prochain webinaire évoque ce sujet-là. J'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste de l'intelligence artificielle. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci Régis, merci à vous tous. Livré au jeu des questions-réponses. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon week-end. Ciao, ciao. Merci.